Bonjour Mickaël, Mickaël Leclerc. Donc, merci d'accepter de prendre un petit peu de temps pour témoigner de ce qui se passe. Donc, Mickaël, on se connaît depuis de nombreuses années. Donc, tu es un médecin et tu résides depuis plusieurs années à Kiev. Je te laisse peut-être te présenter rapidement avant de passer aux événements. Voilà. Alors, effectivement, on se connaît depuis des années. Bonsoir Fred. Ça me fait plaisir de t'avoir. Effectivement, tu m'as contacté. On se connaît depuis de très, très longue date. Ce que je voulais dire, effectivement, j'ai fait beaucoup de projets industriels et en énergie aussi sur la partie ukrainienne avec certaines équipes. Voilà, le but était effectivement de développer de plus en plus la partie ukrainienne et de la rapprocher de plus en plus vers la communauté européenne, étant donné qu'il y a toute une éducation qui a fallu faire dès le départ. Parce que c'est, pour te situer, l'Ukraine, et tout le monde le dit, hein, tous les Français qui connaissent, c'est la France qui a 30 ans en arrière. Voilà, donc c'est exactement la même configuration. C'est vraiment exactement ce qu'on avait il y a 30 ans encore en arrière en France. Et beaucoup de Français vraiment ont ce sentiment, parce que c'est à la base un pays agricole. Ce sont en fait des paysans à la base dans ce pays, il ne faut pas l'oublier, puisque l'Ukraine est un principal exportateur de céréales dans le monde. Ils ont énormément de ressources naturelles, que ce soit céréalières, que ce soit du titane, de l'argile, que ce soit du miel. Ils ont vraiment effectivement énormément d'exports à travers le monde entier. Et d'ailleurs, ça va être un problème actuellement pour les approvisionnements en céréales et de matières premières. Voilà, c'est aussi une problématique auquel les Européens et certains pays vont être confrontés. Voilà. Alors, ça fait combien d'années que tu es en Ukraine, que tu travailles sur l'Ukraine? Tu disais? Depuis combien de temps tu travailles en Ukraine? Alors, ça fait déjà un peu plus de 5 ans, voilà, où j'avais fait des allers-retours, où j'ai effectivement monté des réseaux de relations, où j'ai effectivement conclu des partenariats. Voilà, et tu vis à Kiev. En temps normal, voilà, tu vis à Kiev. À Kiev, tout à fait. Okay. Alors, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, puisque tu as vécu en direct les événements, la montée en puissance et puis l'attaque. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter rapidement, parce qu'on a beaucoup d'informations, mais comment que ça s'est passé depuis l'intérieur de Kiev, finalement, qui, pour l'instant, au moment où on se parle, en tout cas, n'est pas encore tombé aux mains des Russes? Alors, je suis désolé, parce que j'ai un arrière-bruit. La question était quoi? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les différentes phases qui se sont succédées la semaine dernière avant que les Russes n'attaquent, et puis ensuite, comment s'est passée l'attaque? Bien sûr, c'est-à-dire qu'effectivement, on connaît très bien la partie de discussion entre l'Europe et les États-Unis, entre l'OTAN. Effectivement, il y a eu de fortes discussions. Les Américains avaient prévenu que sur l'Ukraine, qu'on avait un risque d'attaque le 16 février. Le 16 février, effectivement, personne n'y croyait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens n'ont jamais cru à une attaque de la Russie. C'est effectivement, ils n'ont jamais pensé que ça pourrait arriver. Voilà. Donc, le 16 février, on a eu ces informations. Quand on a eu effectivement le moment où ça a avancé en fait au niveau des dates, on avait des informations régulières. Comme effectivement l'aviation qui avait quitté, certaines personnes avaient demandé aux ressortissants, dont les États-Unis, Canada, de quitter le pays. Les voies aériennes étaient, on va dire, quasiment dégagées. Donc effectivement, il y avait des signes d'alerte sur lesquels j'avais compris qu'il y avait peut-être arrivé quelque chose, puisque j'y pensais, j'avais déjà préparé des affaires pour éventuellement partir s'il y avait un problème. Donc on est arrivé donc le mercredi. Le mercredi, j'ai eu une info non officielle de certains contacts qui me disaient que peut-être sous 24 à 48 heures, on serait attaqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et quand j'ai eu l'information là, j'ai vraiment pensé, parce qu'à ce moment-là, Poutine a monté le ton. C'est-à-dire qu'il a eu des phrases pas du tout diplomatiques, très agressives, traitant l'Ukraine comme des nazis, ce qui m'a choqué.
Quand j'ai compris les mots qu'il a utilisés en russe, puisque je parle couramment et j'écris le russe sans problème, j'ai bien compris qu'effectivement, on était dans une phase peut-être de non-retour. Voilà. Et la nuit, c'est pas compliqué. La nuit où effectivement j'ai eu cette info, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi, je me suis levé la nuit parce que j'étais vraiment, je pensais à ça. J'ai regardé Fly Radar qui nous donne les informations. J'ai vu que le CD était totalement dégagé du côté de la Russie. Voilà, c'est un sentiment. On parle de l'espace aérien. Comment? On parle de l'espace aérien. Oui. C'est ça que tu surveillais en fait. Voilà, je surveillais les avions. J'ai remarqué qu'en fait, c'est pas compliqué. À 3 heures du matin, il y avait en fait un avion donc américain qui s'appelle un Global Hawk qui survolait en fait de la Moldavie jusqu'aux frontières russes. J'ai vu cet avion. J'ai vu un AMF 400 qui est un avion de l'armée turque qui était signalé sur les radars. Et un ciel totalement dégagé à la frontière ukrainienne du côté Russie. J'ai quand même, suite à ça, quand j'ai vu ça, je me suis quand même posé la question pourquoi la frontière était dégagée du côté de la Russie, voilà, intérieur, enfin, pas du côté ukrainien. Quand j'ai réalisé, en fait, à 5 heures du matin, donc je n'ai pas dormi tout de suite parce que je commençais à réfléchir beaucoup. À 5 heures du matin, on a eu les premières frappes aériennes sur Kiev. Voilà. Et sur l'ensemble des villes principales en Ukraine, c'est-à-dire Kharkov, Odessa, Lvov, Ivano-Frankov, Lutsk. On a eu vraiment toutes les villes principales ont été attaquées depuis la frontière biélorusse et depuis les côtes de la mer Noire avec des bateaux de la marine russe. Voilà. Donc on a été, c'est pas compliqué. Quand j'ai vu ça, j'ai pas paniqué. Je me suis dit, j'ai regardé un peu en bas, je voyais déjà des voisins partir déjà au bout de 30 minutes avec leurs enfants. Parce qu'ils avaient compris qu'on était vraiment sur un démarrage avec une déflagration, même si c'était peut-être à 30-40 km, puisqu'ils ont frappé l'aéroport, qui se trouve à 30 km de chez moi. On a compris qu'on y était. Voilà. Donc tout le monde a compris ça et tout le monde a commencé à quitter les appartements. Alors, dans le même temps, l'ambassade de France demandait dans un premier temps, en tout cas aux ressortissants français, de ne pas bouger de chez eux pour le moment, parce que ça pouvait être dangereux de se déplacer. Et puis, à un moment, il y a, dans la discussion qu'on a eue avant de faire cette interview, il y a un moment où il y a un corridor qui se dessine et toi, tu rentres là-dedans pour quitter Kiev. C'est-à-dire que on s'est réunis en fait parce que j'ai beaucoup d'amis français, ukrainiens. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises françaises. Il faut savoir que les entreprises françaises sont le premier employeur en Ukraine en termes d'investissement étranger, puisque effectivement il y a des grands groupes comme Auchan, comme Decathlon. Il y a de plus en plus d'investissements dans le pays qui venaient depuis quelques années. Donc les Français sont très présents à la Chambre de commerce. Donc pourquoi j'ai décidé? Tout simplement parce que j'ai eu en contact en permanence l'ambassade qui nous disait de rester. Voilà. Sauf qu'effectivement, le jeudi, donc, je me suis regroupé avec un ami, avec lui. J'ai fait venir ma copine, qui effectivement était à l'extérieur de Kiev. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on se rassemble effectivement pour éventuellement envisager de partir. Le jeudi soir, on a eu effectivement, donc j'avais organisé le jeudi soir un abri pour les voisins de mon ami, puisqu'on était dans son appartement, pour les enfants. J'ai organisé tout ce qu'il fallait au sous-sol pour justement, étant donné qu'on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient envoyer encore des missiles. Donc on est resté encore le vendredi à l'abri. Par contre, il y a eu une accalmie le vendredi à 14h. D'accord ? J'avais prévu déjà de prendre de l'essence parce que les stations-service c'était des kilomètres de queue. Les gens paniquaient. C'était vraiment. Les gens ne savaient pas ce qui leur tombait dessus. Ils avaient compris et tout le monde voulait, en fait, comme on savait effectivement où les missiles frappaient, c'est-à-dire en périphérie de Kiev, pas encore au centre.
les gens voulaient partir. Donc, effectivement, tout le monde faisait le plein et essayait de quitter la capitale justement pour éviter d'être… voilà. Donc, j'ai pris la décision, malgré l'ambassade qui nous disait encore de rester, quand l'accalmie s'est fait à 14 heures. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris la décision en 1 heure de temps. Je me suis bien rendu compte que avec la journée du jeudi où il y a eu encore des frappes, en suivant les informations des certaines villes, que de toute façon, ça allait être de pire en pire. Donc, j'ai pris la décision pratiquement en 30 minutes de partir. Voilà. Parce que j'ai bien compris que ça serait des frappes principalement la nuit. Hein. Maintenant, bah, effectivement, quand une guerre commence, on commence la nuit, on frappe la journée, on change les heures. Donc, effectivement, et la pression s'accentue, puisque Poutine n'a pas réussi à faire sa guerre éclair en 4-5 jours. C'est ce qu'il avait prévu dès le départ. Et effectivement, les cibles à la base étaient militaires, maintenant elles deviennent civiles. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun quartier actuellement. Ce qui se passe, c'est les informations que j'ai en direct tous les jours, ils ne font aucun quartier entre les habitations civiles et militaires. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir, je suis parti. Voilà. On va revenir sur cette partie un peu plus d'actualité aujourd'hui, mais avant ça, et tu es parti donc justement et tu as fait, je crois, 60 heures de voiture en direction de la Pologne. Oui. Sur le chemin, c'était vraiment un exode, c'est-à-dire les voitures pare-choc contre pare-choc. C'était, disons que pour sécuriser la route, puisqu'on savait qu'on passait par des villes qui avaient été bombardées, hein, c'est les villes principales qui sont Jytomyr, Rivne, jusqu'à Lvov, j'avais des canaux sur Telegram qui me donnaient des informations en fonction des tanks qui avançaient, en fonction des missiles, etc. Donc, au fur et à mesure des informations, je continuais sur la route. Mais il faut savoir que c'était sur 2-3 voies, personne ne pouvait se mettre sur le côté parce que toutes les voitures partaient. Donc, moi, j'ai pris de toute façon la décision de paix. Quand je suis parti avec ma copine. J'ai pris sa sœur. Il faut savoir que sa sœur, avec son gamin, avec son fils, elle a un fils. Son mari est resté parce que les hommes sont mobilisés de 18 à 60 ans. Je lui ai dit, il faut qu'on parte parce que ça sera de pire en pire. Donc, effectivement, la décision a été très vite prise. Effectivement, c'est compliqué de se dire on part avec 2 valises et on quitte parce qu'on sait qu'on peut être atteint par des tirs de missiles depuis la Biélorussie. Et les tanks qui étaient finalement en périphérie de la capitale ou dans certaines villes. Donc c'est vrai que la route était peut-être… Mais les informations, je les ai prises au fur et à mesure dans les canaux, où j'ai effectivement vu que ça avançait, mais la situation était terrible puisque les gens attendaient des fois sur la route des heures pour pouvoir approvisionner le réservoir de la voiture. Donc c'était vraiment, les gens fuyaient avec des bus, avec des voitures et on a mis un temps fou pour arriver à la première ville qui est Jytomyr. On a fait 160 km en 10 heures de temps. Parce que les gens, on ne pouvait pas s'arrêter. Les gens, toutes les voitures étaient les unes derrière les autres. Donc, on était vraiment sur… et on a roulé la nuit, hein, puisque c'était la nuit. Donc, on a avancé au fur et à mesure. Voilà, après, sur Rivne, jusqu'à Lutsk. Moi, j'ai pris la frontière parce qu'il y a 8 frontières actuellement. J'ai pris la frontière de Lutsk, puisque Lutsk était une ville qui n'était pas attaquée depuis 2 jours. Donc, j'avais décidé de passer par cette frontière-là, qui me semblait beaucoup plus sécurisée que de passer par la frontière du côté de Lvov. Voilà. Et donc, tu réussis le passage en Pologne où là, tu peux enfin te poser en Pologne pour te reposer après, je crois, 60 heures sans sommeil, c'est ce que tu m'avais dit. Disons, ce qui est dur, ce qui est très, très dur à voir, c'est pas… On est des adultes. Ce qui est très dur de voir, c'est de se voir on attend pour passer, il y a des queues, des kilomètres et des kilomètres de voitures, qu'on met 600 kilomètres en 50 heures, puisqu'il y a eu 50 heures qu'on n'a pas dormi, je n'ai pas dormi, j'en pouvais plus. C'est de voir en fait ces femmes et ces enfants qui fuient et qui marchent par -5, -6 degrés, qui partent en fait avec les enfants, des enfants des fois de quelques mois, des adolescents, et ces femmes qui partent avec ces enfants. C'est très très difficile à voir. J'ai pris des photos parce que ça m'a vraiment touché, parce que c'est vraiment très très dur à voir, ces gens qui partent avec 2 valises par le froid et qui effectivement
rejoignent tout simplement la frontière la plus proche à pied. C'est terrible. C'est terrible. Et quelque part, au moment où on se parle, l'offensive russe continue. Je suppose que tu as des informations, on va en parler, mais pour un Messin, pour un Français qui n'est pas militaire ou qui n'est pas forcément dans un pays en guerre, et il n'y en a pas tant que ça, même s'il y en a, mais tu as pu toucher du doigt quelque part un petit peu, ben, on parle des frappes militaires, on parle d'un exode, on parle d'une histoire qui n'est pas si lointaine pour nous, finalement. Et ce ressenti, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu ressentais? Parce qu'il y avait des frappes autour de vous quand même. Désolé, je vais te couper, Fred. Je vais te couper parce que j'ai un bruit de fond, hein, puisque malheureusement, je n'ai pas entendu ta question. Je suis désolé. D'accord. Je vais recommencer la question. La question, c'est simple, tu as touché du doigt finalement la guerre, enfin c'est la guerre plutôt qui était très proche de toi, quelque chose quand on est français normalement, sauf si on est militaire, on n'a pas à vivre. Est-ce que tu as ressenti des choses, vu des images? Enfin, ça doit être quelque chose de très perturbant parce que c'est finalement, c'est là où tu habites, c'est en Europe. C'est ça. C'est en fait, il faut comprendre une chose et il faut que ça soit clair parce que j'ai une très bonne analyse de la Russie, des relations, effectivement des choses, puisque tout ce que j'avais annoncé, c'est arrivé jusqu'à présent. Personne n'y croyait. J'avais déjà prévu les gens quand même, comme je t'ai dit, de préparer des valises et d'être prêts quand même en cas d'attaque. Il faut savoir une chose, ce qui est très, c'est en fait se dire qu'on arrive et qu'on n'a pas de détonation, parce qu'en fait, on écoute le moindre bruit. Voilà, c'est ça. Et on a les gens qui sont avec moi et qui étaient avec moi, on est vraiment, en fait, on est vraiment à entendre les bruits, hein, de se dire s'il n'y a pas un missile qui va tomber à côté. Donc, on écoute les bruits et on se dit, bon, bah ouais, effectivement, on passe la frontière, on est vraiment dans le calme. Voilà, on n'a pas de détonation, on est, voilà, c'est vrai qu'effectivement, on a cette chose dans la tête. Alors, nous sommes le 3 mars. Au moment où on se parle, il est 19h. Tu gardes le contact, bien entendu, avec la communauté française, notamment, et avec tes amis en Ukraine. Quelles sont les dernières nouvelles que tu as? Alors, ici, on a des informations sur une ville, au moins une qui est tombée, mais je vais non. Les informations que j'ai, donc des Français ou des Ukrainiens, c'est vraiment, les nouvelles sont très, très mauvaises. Très, très mauvaises. Là, il y a eu des attaques encore aujourd'hui. Quelques Français essaient d'évacuer avec l'aide de l'ambassade de France, effectivement, mais de toute façon, la situation a totalement basculé puisque maintenant, depuis 2-3 jours, on est sur des attaques. Kharkov, la deuxième ville d'Ukraine, a été complètement détruite. Ah, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre les civils et les militaires. C'est-à-dire qu'ils ont subi énormément de pertes, d'accord? Et effectivement, on est sur une période de, un peu de vengeance parce que les Russes ont subi une énorme perte. Donc effectivement, ils mettent une certaine pression justement sur la population civile. Puisque j'ai des informations sur des gens qui essaient de fuir, qui se sont fait tirer dessus. Donc, la situation est très, 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 très compliquée. Et là, on arrive de demain ou après-demain, ils ont encore tiré des missiles depuis la mer Noire, on arrive dans une situation très, très critique, puisque Kiev va être le théâtre des mêmes opérations qu'il y a eu sur la ville de Kharkov. Et Kharkov n'est qu'une ville de ruines actuellement où je te parle. Est-ce que Kiev peut tenir, selon toi, parce qu'il y a quand même, en tout cas ce qu'on en entend, c'est une résistance avec même des Ukrainiens qui rentrent au pays pour ça. Oui, Kiev peut tenir parce que les Ukrainiens sont très très bien organisés. Et ils ont fait le Maïdan déjà il y a 7 ans. Donc effectivement, ils sont très très motivés parce que c'est leur terre, parce que c'est leurs enfants, parce qu'ils ne comprennent pas et ils sont prêts effectivement à se battre pour la liberté, non seulement parce qu'ils savent très bien que ce qui se passe chez eux, ça se passera demain en Pologne ou dans les autres pays, puisque c'est vraiment, ils ont l'impression qu'effectivement, c'est vraiment
l'Europe qui est aussi touchée finalement par cette guerre. Et l'Ukraine est en Europe. Je veux dire, c'est un peuple qui est absolument libre, démocrate, je veux dire, et qui s'organise vraiment bravement. Ils s'organisent tout simplement. Leur seul problème qu'il y a, c'est que la première nuit des attaques, ils ont vu en fait les drones russes ont attaqué les avions. Donc effectivement, ils ont un manque actuellement par le ciel, pour couvrir le ciel justement de ces attaques. Voilà, c'est le gros problème. Ils ont de terre sur la partie terrestre, ils sont très opérationnels et l'ennemi a subi effectivement de très très grosses pertes, c'est sûr. Mais la partie des airs, c'est-à-dire les avions, il leur manque une puissance aérienne. C'est bien le problème actuellement de l'Ukraine. Alors, on approche de la fin de cet entretien, de cette interview, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour toi? Parce que là, tu es en Pologne, dans un restaurant, tu te déplaces, tu vas rentrer en France, tu attends que ça s'arrête pour repartir à Kiev. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Ce que j'ai toujours fait ma vie, je vais toujours rebondir. Donc, je vais toujours m'attaquer à des projets. Et effectivement, j'ai effectivement l'intention de redévelopper certains projets avec la France, d'autres pays. Ce que j'ai fait depuis des années sur des projets même énergétiques, que ça soit effectivement du côté du Monténégro, puisque j'avais un projet qu'on a effectivement mis en place depuis 2 ans et tout. Donc, je vais essayer de m'occuper avec certains fabricants de l'import-export, si j'ai la chance effectivement d'avoir des nouveaux contrats, justement, et je ne m'arrêterai pas au projet que j'ai fait pendant des années, parce que je suis un homme de conviction et que rien ne me fait baisser les bras. Donc, je veux dire, encore une fois plus, il faut savoir se relever et effectivement essayer d'aller de l'avant. Donc, je ne vais pas, effectivement, j'ai l'intention, effectivement, de rentrer en France et de pouvoir reprendre une activité, puisqu'actuellement, tous mes projets qui étaient liés principalement à ce pays, de toute façon, sont effectivement partis avec la guerre. Donc là, tu fais une croix sur l'Ukraine. L'Ukraine, c'est fini pour toi? L'Ukraine, c'est fini. Pour moi, c'est fini parce que de toute façon, même le potentiel, même ce qu'on peut faire et effectivement les qualifications qu'il y a, même par rapport à la Chine, hein, j'ai développé quand même des gammes textiles, pas plus chères que les Chinois, donc il y avait quand même des opportunités, effectivement, de développer des gammes comme j'ai développé sur certains projets. Donc c'est effectivement, pour l'instant, je ne vois pas d'avenir. Parce que même si demain la guerre s'arrêtait, il faudrait des mois et des mois avant de reconstruire. Donc j'ai effectivement dans cette histoire, comme beaucoup de Français, j'ai tout perdu. Donc la réalité est là, mais bon, on a la vie, on a la santé, on a des projets, donc je veux dire, voilà, la vie ne s'arrête pas là. Michael, merci beaucoup pour ce témoignage. Repose-toi parce voilà. que je sais que tu es pas mal fatigué par ces histoires. Et puis, on se reverra en France. Voilà, et je voulais dire encore une fois de plus, Fred, tu sais, la solidarité sur la route de la part des Ukrainiens et des Polonais a été exceptionnelle. Ils se sont relayés pour donner à manger, de l'eau aux gens, etc., puisque les gens n'avaient pas forcément de la nourriture et c'était très compliqué. Il y a une solidarité qui s'est créée autour de l'Ukraine qui est incroyable. Et comme je dis, et ce qui est important pour moi, c'est que surtout, c'est que les enfants, malheureusement, qui sont beaucoup touchés par cette guerre, et les mamans, hein, ou jeunes mamans, je veux dire, puissent retrouver une vie normale. Et c'est ça, en fait, qui me pèse très lourd sur le cœur. Voilà. Merci, Michael. Merci, Fred.